Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers son tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans notre micro-série sur l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un honneur d'accueillir Anne-Marie Roy, diététicienne, nutritionniste et experte de l'alimentation responsable depuis près de 3 décennies. Ensemble, nous plongerons dans le délicieux univers où les choix alimentaires se connectent à un tourisme plus respectueux de notre planète et des communautés locales. Attendez-vous à être inspiré et à repartir avec des idées pour un voyage qui nourrit non seulement votre corps, mais aussi votre esprit et notre belle planète. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à embarquer dans cette aventure gastronomique régénérative. N'oubliez pas de rester à l'écoute tout au long du podcast pour découvrir tous les détails. Bonjour Anne-Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Extrêmement bien. On s'est rencontrés lors d'un atelier santé bien-être à la base entrepreneuriale. Tu es venu nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est bien manger avec l'aide de la végétation. Comme d'habitude, avant de commencer, nous allons t'introduire à l'audience. Tu es nutritionniste diplômée de l'Université de Laval et tu prônes une alimentation responsable depuis plus de 30 ans. Aussi, tu es l'instigatrice de la clinique Réinversante, un programme éducatif qui accompagne les personnes qui désirent faire le virement vers une alimentation saine, plus végétale et éco-responsable. Comme tu dis, faire une révolution de son alimentation peut non seulement aider à la planète, mais aussi prévenir et parfois même renverser plusieurs troubles de santé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. La santé et l'environnement sont des enjeux prioritaires pour l'être humain. Plus que jamais, il est en urgence de revoir nos choix alimentaires puisqu'ils sont au cœur des solutions pour agir autant sur la crise environnementale, mais aussi ce qui touche la santé humaine. Même tu dis qu'avant de manger, il faut penser plus loin que le bout de sa langue. C'est-à-dire penser aux conséquences de nos choix alimentaires sur la planète et notre santé, c'est ça? Exactement. Il faut réfléchir. Même, on parle beaucoup d'alimentation intuitive, mais je pense qu'il faut vraiment plus maintenant se baser sur les connaissances. Peux-tu nous parler de qu'est-ce que c'est l'alimentation respectueuse et en quoi cela consiste? Oui, une alimentation respectueuse. Dans le fond, j'aime bien ce terme-là parce que c'est respectueux envers la planète et respectueux envers notre santé. Et je pense que de nos jours, on ne peut pas parler d'alimentation sans parler d'environnement. Au début de ma carrière, voilà plus que 30 ans, on ne parlait pas vraiment de l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement, mais aujourd'hui, étant donné qu'on a une crise environnementale et de santé, je pense qu'on ne peut plus, comme nutritionniste, ignorer l'aspect environnemental. Donc, pour moi, une alimentation respectueuse, responsable, c'est une alimentation basée sur les végétaux. Parce que, évidemment, après 30 ans, même 33 ans d'études sur la nutrition, on réalise de plus en plus les bénéfices des végétaux, autant sur la santé que sur l'environnement. Puis, si vous regardez même, la tendance s'en va de plus en plus vers ça. Le nouveau guide alimentaire canadien, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, parce que le guide alimentaire canadien, c'est comme le guide qu'on recommande partout, là, autant dans les écoles, à la population générale au Canada. Et si on regarde maintenant comment il est basé, c'est grandement basé sur des végétaux. Ce qui n'est pas le cas. La plupart des gens de nos jours ne basent pas leur alimentation sur les végétaux. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'éducation à faire. Et ça, je trouve que c'est un manque immense dans notre société. À l'école, on apprend toutes sortes de notions, tant en biologie, en géographie, en français, en mathématiques et tout ça. Mais on ne nous apprend pas à bien se nourrir. Et ça, je pense que
Moi, ça a toujours été ma mission. Étant donné qu'on n'a pas la base de comment se nourrir à l'école, bien, j'ai créé moi-même une école de nutrition pour apprendre aux gens comment bien s'alimenter. Donc, la base devrait être une alimentation végétale, malgré qu'il y a très peu de gens qui se nourrissent comme ça. On parle d'à peu près 4 de la population, à peu près au Canada, qui ont décidé d'aller vers une alimentation végétale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais on réalise quand même que les gens incorporent davantage de végétaux dans leur alimentation. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à apporter. Par exemple, les légumineuses. On ne mange pas assez de légumineuses, on ne mange pas assez de grains entiers, fruits, légumes, les noix et graines. Donc, ça, il faut vraiment amener les gens à augmenter la proportion de végétaux. Et si on peut, y aller même vers du 100% végétal. Et comme tu dis, à goûter aussi la diversité parce qu'on est toujours dans les mêmes végétaux, les légumes normaux, les salades. Donc, il faut y aller plus loin et chercher de nouvelles composants pour tes jolies salades. Le mot diversité est beaucoup plus important qu'on pense. On parle de diversité au niveau environnemental, mais on parle même de plus en plus de diversification au niveau des bactéries de notre intestin, le fameux microbiote. Et on le sait comment une diversité du microbiote amène une santé optimale. Donc, si on veut avoir une bonne diversité autant dans l'environnement et dans notre microbiote, il faut avoir une grande diversité de végétaux. Et ça, c'est la base. Donc, il faut augmenter toutes sortes de diversité, mais on va en parler tantôt, évidemment, de diversité de végétaux qui poussent idéalement le plus près de chez nous. Donc, l'alimentation respectueuse est souvent associée à des bénéfices pour la santé, les animaux et aussi l'environnement. Pourrais-tu nous expliquer comment ces aspects sont liés et en quoi cela peut avoir un impact positif sur notre société? Oh, c'est bien. Bien, dans le fond, ça a un effet positif sur notre société en ayant un effet positif sur notre santé. Parce qu'on a une crise actuellement de la santé. Justement, en me rendant ici, on est en train de se rendre compte que les urgences à l'hôpital débordent. C'est incroyable. Donc, les gens sont de plus en plus malades. Les maladies chroniques sont en hausse de façon incroyable. On sait qu'il y a beaucoup plus de maladies cardiovasculaires. Il y avait eu une petite accalmie, mais là, ça reprend parce que le taux d'obésité est constamment en hausse. Donc, beaucoup plus de diabète, le nombre de cancers augmente constamment, des maladies rénales, des maladies du foie. Donc, la santé ne se porte pas très bien. Donc, si on avait une alimentation plus végétale, on aurait une plus belle qualité de vie, une meilleure longévité. On aurait moins de surcharge dans les hôpitaux. Donc, la population serait grandement gagnante de ce côté-là. Et si on améliore notre environnement, ça aussi, ça a un impact direct sur notre qualité de vie parce qu'on sait que si notre environnement est malsain, on va en subir les conséquences au niveau santé, mais éventuellement, il va y avoir une crise écologique. C'est très difficile à vivre pour notre société. Donc, l'alimentation devrait être, comme vous disiez, au cœur de la solution, autant pour l'environnement que pour la santé humaine. Et aussi, c'est de faire attention de comment sont plantés et comment les végétaux poussent. Parce que si là-dedans, si on incorpore beaucoup de produits chimiques, d'engrais, de pesticides, des choses comme ça, c'est aussi peut-être ça qui a un enjeu aussi sur notre santé. Donc, il faut aussi faire attention un petit peu à ça. Quand on parle de végétaux, c'est sûr pour moi, c'est important d'aller vers la qualité. Et quand on parle de qualité, on parle de diversité. Mais on parle aussi d'agriculture le plus possible biologique. Il y a toutes sortes de termes maintenant. Là. C'est sûr on parle d'alimentation biologique, mais la plus éco-responsable possible, effectivement, avec le moins d'intrants possible. C'est sûr qu'on n'a pas parlé des animaux, mais c'est sûr que ça a un impact aussi. Hein. Si on se nourrit de végétaux, bien, on fait moins souffrir les animaux. Donc, ça aussi, on parle beaucoup des bénéfices sur l'humain, mais il y a des bénéfices sur la planète, mais sur les animaux aussi. Là. Des animaux qui sont de moins en moins présents, les animaux sauvages sur notre planète, parce qu'on fait tellement d'élevage, on détruit tellement les écosystèmes que là, il y a de moins en moins d'animaux sauvages. Donc, ça aussi, les animaux seraient grandement gagnants d'une alimentation plus végétale. Ton livre Végétarien mais pas légumes a été un best-seller au Québec. Pourrais-tu nous partager quelques conseils
pratiques pour ceux qui souhaitent adopter une alimentation plus responsable, que ce soit chez eux ou en voyage? Donc, qu'est-ce que c'est une alimentation plus responsable, autrement dit? C'est sûr qu'on revient avec une alimentation centrée sur les végétaux, puis il faut que les aliments soient le moins transformés possible. Donc, dans le fond, c'est assez simple, hein, une alimentation équilibrée, saine. C'est une alimentation qui est basée sur beaucoup de fruits et légumes les moins transformés possibles et les plus locaux possibles et les plus biologiques possibles. Manger des grains entiers et non pas des grains raffinés. D'incorporer le plus souvent possible des légumineuses. Ça, c'est vraiment un gros problème qu'on a. Les légumineuses qui sont extrêmement écologiques. L'ONU a même accordé une année spéciale. Tu sais, on fait tout le temps l'année internationale de quelque chose. D'ailleurs, il y a eu le tourisme responsable, je pense, il y a quelques années. Mais on a fait une année spéciale pour les légumineuses parce qu'on sait que c'est extrêmement responsable de se nourrir de légumineuses. Donc, de manger une grande variété de légumineuses, puis ça, il y en a une variété de légumineuses. Et moi, je dirais même à tous les repas. Et quelque chose qu'on oublie et qui est quand même un groupe alimentaire important pour bien vivre et vivre longtemps et avoir des bons gras, c'est les noix et les graines. Et ça aussi, je trouve qu'on n'explore pas assez toute cette belle famille, qu'on peut faire toutes sortes de choses avec ça. On prend beaucoup des huiles pour aller chercher nos corps gras, mais les noix et graines sont vraiment une famille extraordinaire. Et si on parle de diversité, toute la famille des herbes et épices, c'est incroyable. Là, à partir de là, on peut avoir une multitude de repas qui ont tous des saveurs différentes, qui nous amènent beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais je me demandais si ça peut être plus facile peut-être à faire chez soi, de changer son alimentation ou de faire plus facilement attention. Mais quand on voyage, on est face à de nouveaux produits, on ne sait pas forcément, et on ne retrouve peut-être pas les mêmes choses qu'on a à la maison. Donc comment est-ce que tu penses qu'on pourrait pallier peut-être à ça? Mais c'est justement parfait. Quand on va en voyage, c'est justement une occasion d'aller découvrir les fruits et légumes ou les aliments que les autres sociétés consomment. Alors, c'est une façon d'aller découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles textures. Alors, il faut s'ouvrir à la culture des gens où on va voyager. Puis encore là, c'est sûr qu'au restaurant, on est évidemment un peu plus limité, mais il y a moyen, quand on voyage, de planifier un peu d'avance. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs quand je vais dans certaines villes. J'ai même une application sur mon téléphone qui s'appelle Happy Cow, donc la vache heureuse. Ça me permet d'aller voir, moi je me nourris de façon végétale, donc ça me permet d'aller voir tous les restaurants dans les villes où je vais qui ont soit des restaurants à base de végétaux totalement ou qui ont au moins des options. Et des fois, c'est ça, je m'en vais voir leur menu d'avance. Puis là, souvent, moi, je vais créer mon itinéraire en fonction de quel restaurant je vais aller. Et ça va me permettre, évidemment, quand je suis dans un restaurant, je ne mangerai pas quelque chose que je connais. Tu sais, je vais essayer d'aller explorer quelque chose que je ne connais pas. En effet, c'est une belle occasion de découvrir de nouvelles choses à chaque fois. Et c'est très apprécié en général. Mais c'est dommage, je trouve aussi que souvent, on retrouve un peu les mêmes choses, genre pizza, hamburger, des choses comme ça dans les menus, alors qu'au final, quand on voyage, on a envie de découvrir un petit peu. Oui, mais ça, encore là, ça dépend de la personnalité des gens. Moi, quand je vais regarder les restaurants, je n'irai pas manger un burger. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, il y a des gens qui sont plus explorateurs, disons. Il faut pousser un petit peu de dire, OK, je pars à la découverte. Et c'est pour ça aussi que tu disais que l'alimentation doit être plus consciente, parce que quand tu cherches, il faut un moment où tu vraiment trouves des choses différentes. Mais si tu choisis à la dernière minute, tu vas trouver les mêmes choses que tu trouves partout. Exactement. Donc, il faut être préparé, puis je pense que vous êtes probablement experte à ce niveau-là, que quand on part en voyage, il faut se préparer. Puis il faut préparer la nourriture aussi, de penser à qu'est-ce qu'on va manger, de commencer à faire une liste des restaurants qu'on veut aller essayer. Puis ça fait partie du plaisir de voyager. Moi, en tout cas, c'est une grande partie de mon plaisir. Là. C'est vrai, un grand plaisir culinaire. Et nous aussi, moi, j'apprécie toujours, quand je voyage, aller dans des petits restaurants qu'on peut au coin de la rue, goûter ce qu'ils ont, un peu la street food. Parce que souvent, c'est là où on trouve aussi beaucoup de saveurs vraiment locales.
Et il faut en profiter aussi pour parler aux cuisiniers. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, des fois, les cuisiniers viennent nous voir, puis on échange avec eux. Donc, c'est une façon d'échanger avec les gens, les habitants de où on va voyager. Et moi aussi, j'aime beaucoup y aller dans des marchés locaux parce que c'est là où tu trouves la diversité. Par exemple, en Colombie, quand tu voyages, tu vas au marché central, bah, tu trouves toute la diversité des fruits et légumes et c'est incroyable la multiplicité des couleurs que tu peux trouver là-bas. C'est là où tu peux goûter justement, c'est un peu comme de la terre à ta bouche, quoi. Tout à fait. Ah oui, c'est sûr que d'aller visiter les marchés, ça peut être une occasion, justement. Tu sais, des fois, on se planifie des choses à faire, mais moi, ça fait partie de ce que je fais dans un voyage, c'est d'aller voir les marchés et les supermarchés, les épiceries. Parce que là, moi comme nutritionniste, c'est sûr, ça m'intéresse. Donc, je m'en vais passer des heures dans les épiceries puis dans les marchés pour aller voir qu'est-ce que les gens mangent. Mais ça, c'est sûr que c'est ma passion, alors c'est normal, là. D'ailleurs, tu as créé aussi une affiche qui encourage la consommation de fruits et de légumes qui sont produits localement, en collaboration, je crois, avec Laval Technopole. Comment vois-tu le rôle de l'industrie agroalimentaire et d'autres secteurs tels que le tourisme dans l'appui de cette démarche de production et de consommation responsable? Tu sais, l'achat local devrait être une priorité, devrait l'être. Puis je pense qu'il faut faire beaucoup d'éducation à ce niveau-là parce que malheureusement, les gens sont portés à soit acheter ce qu'ils connaissent ou acheter ce qui est moins cher. Et moins cher ne veut pas dire nécessairement local. Alors, je pense que on a tous une responsabilité. Je veux dire, nous, quand on va faire nos achats, il faut avoir ça en tête, d'acheter local. Mais je pense aussi que nos gouvernements devraient avoir ça en tête aussi. Moi, je pense qu'il faut complètement repenser notre façon de s'alimenter. Alors, il faut autant avoir des incitatifs par rapport au gouvernement. Moi, je ne pense pas que ce soit juste la responsabilité de soit juste le citoyen ou le gouvernement. C'est tout le monde ensemble qui doit mettre l'épaule à la roue. Puis l'industrie aussi. Hein. C'est sûr que l'industrie, son but, c'est de faire de l'argent. Mais sauf que les lois pourraient les inciter à changer leurs pratiques. Donc, ce que je rajouterais, c'est que, dans le fond, penser à manger local est un geste extrêmement responsable. Mais avant toute chose, il faut réduire sa consommation de viande parce que lorsqu'on regarde l'impact ou la production de gaz à effet de serre produit par notre alimentation, le plus gros de la production de gaz à effet de serre provient de la production de ce qu'on mange. Et il y a peut-être un 10 qui vient du transport. Ce qui veut dire, dans le fond, c'est que la production d'un aliment, si on prend l'exemple du bœuf, hein, le bœuf demande beaucoup d'énergie et émet beaucoup de gaz à effet de serre lors de sa production. Le coût de son transport au niveau écologique, c'est très minuscule. Donc, c'est pour ça que de dire « moi, je mange du bœuf local » n'est pas un geste écologique. Donc, la première chose qu'on doit penser lorsqu'on veut être éco-responsable, c'est de dire « je réduis la production de gaz à effet de serre de mon alimentation ». Et pour arriver à ça, c'est qu'il faut choisir des végétaux parce que les produits animaux émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, c'est la production de l'aliment qui compte en priorité. Et par la suite, il y a un 10 qu'on peut aller chercher qui est, dans le fond, le transport. Donc, autrement dit, il faut premièrement augmenter sa consommation de végétaux, réduire sa consommation d'animaux et, en parallèle, choisir les aliments d'origine locale. Un exemple tellement niaiseux. Moi, je me souviens, j'avais écouté La Semaine verte. Je ne sais pas si vous connaissez La Semaine verte, qui est une émission de télé qui parle d'agriculture. Et j'apprends dans cette émission-là que cornichons, on avait beaucoup de producteurs de cornichons au Québec il y a plusieurs années. Et à un moment donné, l'Inde s'est mise à faire des cornichons. Il y a certaines industries qui ont abandonné l'achat de cornichons du Québec pour acheter des cornichons qui venaient de l'Inde. Alors, le coût de main-d'œuvre était moins cher. Et ça s'est fait, puis ça n'a pas passé aux nouvelles. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de boycott. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas au courant. Donc, pour moi, je pense que cette situation-là aurait dû être mise au grand jour. Il aurait fallu être au courant,
que, bien, premièrement, les gens auraient dû voir sur le contenant que ça venait de l'Inde. La plupart des gens ne regardent pas ça maintenant. C'est là où je pense que l'éducation devient importante. Donc, ça aurait dû premièrement être aux nouvelles, de dire l'Inde, maintenant, il y a des compagnies qui utilisent les cornichons de l'Inde plutôt que du Québec. Donc là, on aurait pu, nous, comme citoyens, dire on boycotte. Et la compagnie aurait été obligée de reviser ces choses. Donc, voyez-vous comment, dans le fond, nous, les consommateurs, on peut avoir plus d'impact qu'on pense parce que c'est nous qui achetons. Donc, juste vous donner une idée qu'il aurait fallu que autant les médias s'y mettent, la population, il aurait fallu que, dans le fond, la compagnie qui impactait les cornichons aurait dû penser à ça. Et il aurait pu avoir une loi qui oblige les producteurs qui impactent de prendre des produits locaux plutôt que de l'extérieur. Fait que, tu sais, il faut repenser complètement toutes nos politiques. Les étiquettes, parce qu'au final, oui, des fois, on voit la liste des ingrédients, mais on ne sait pas la provenance des ingrédients quand on les lit. On voit farine, blé, et puis des fois des produits dont on ne sait même pas ce que ça signifie, je ne sais pas quoi. Et je trouve que oui, on devrait aussi peut-être mettre l'origine aussi dans ces étiquettes. Donc c'est vrai qu'il faudrait repenser plein de choses dans un souci de transparence pour vraiment informer le consommateur Et à la de tous ces base, choix que c'est l'entreprise l'éducation. fait. Mais aussi, Si les jeunes je dis étaient peut-être pousser sensibilisés à avec le ça à gouvernement. l'école, C'est sûr que tout il est y lié aurait de plus toute façon. tendance à regarder Si on les veut changer les étiquettes choses, et c'est de faire ensemble des qu'on va achats pouvoir plus le faire. responsables, plus que de juste penser au prix. Exact. Et du coup, avec l'exemple du cornichon, tu montrais qu'au final, le Québec produit quand même une diversité de choses. Et penses-tu que J'ai du coup, la déjà fait province du une Québec, petite on peut aussi aller recherche à plus large au savoir c'est quoi Canada, le a le pourcentage de ce potentiel qu'on de devenir mange au autosuffisante Québec sur le qui plan vient de alimentaire l'extérieur. si on changeait peut-être notre C'est alimentation? à peu près le 2 tiers des aliments qu'on mange qui viennent de l'extérieur. Donc, il y aurait de la place amplement pour augmenter la consommation d'aliments locaux. Alors, on aurait le potentiel de le faire. Il y aurait beaucoup de changements à faire. Donc, on parlait tantôt de manger des légumineuses régulièrement tous les jours. Au Québec, on peut produire quasiment toutes les variétés de légumineuses. Donc, ça, c'est pas un problème. On pourrait être autosuffisant en légumineuses. Et ce qui est fantastique des légumineuses, c'est qu'une fois qu'on les a cueillies, elles peuvent se conserver pendant toute l'année. Puis au Canada, on en produit beaucoup, donc malheureusement, la plupart est exportée, donc on devrait en garder plus ici. Les grains, c'est extrêmement facile d'être autosuffisant en grains. On produit à peu près tous les grains. Tant on produit du blé, de l'avoine, on produit du seigle, on produit de l'orge, du sarrasin. On peut même produire du quinoa. Au Canada, on est maintenant des producteurs de quinoa. On peut faire de l'épeautre, du camut. Donc, on peut être autosuffisant. On pourrait faire notre pâte au Québec. Mais la plupart du temps, essayez d'aller à l'épicerie, de trouver des pâtes du Québec, vous autres. C'est extrêmement rare. Donc, mais on pourrait être autosuffisant en grains. Parce qu'en plus, les grains se produisent, se récoltent et se gardent encore là à l'année. Fait que ça, c'est extrêmement facile. Les noix et graines, ça, c'est un gros problème parce que la plupart des noix et graines qu'on mange viennent de l'extérieur. Hein, on pense aux amandes qui viennent de Californie. Donc, la plupart des noix qu'on mange viennent de l'extérieur, alors qu'on pourrait être autosuffisant. Moi, j'ai mangé cette semaine des noisettes qui ont été poussées au Québec, ici. J'ai déjà mangé des noix de Grenoble de Montréal. J'ai déjà mangé des noix de cœur. Personne ne connaît les noix de cœur, mais pourtant, ça pousse au Québec. J'ai commandé récemment d'un producteur du Québec du noyer. Il faut le casser, il faut réussir à le casser, mais c'est une noix qui goûte un peu le fromage, tellement c'est riche, là. Il y a plein de graines qui poussent au Québec, les graines de tournesol, les graines de citrouille, les graines de chanvre, les graines de lin. Donc, on pourrait avoir une très grande diversité de noix et graines d'ici. Alors que la plupart ne viennent pas d'ici. Donc, ça, il y a beaucoup de... Puis en plus, imaginez, là, c'est des arbres. C'est des immenses arbres. Alors, au lieu de faire de l'agriculture intensive, du soya, pas du soya, ben oui, du soya ou du maïs à perpétuité, là, sur des kilomètres, bien, on pourrait avoir des arbres à noix qui pourraient aider au niveau de l'environnement et qui pourraient diversifier beaucoup plus notre alimentation. Les fruits et légumes, ça aussi, on peut produire plein de choses. Évidemment, on a toute la famille, mettons, des racines,
des tubercules, des choux. Ça, c'est toutes des familles qui peuvent pousser ici et qui se conservent à l'année. Ce qui ne se conserve pas à l'année, comme par exemple, je ne sais pas moi, des bleuets, bien, on les congèle. Quand c'est la saison du brocoli, bien, on récolte puis on congèle. Donc, la congélation serait quand même une façon de pouvoir se nourrir à l'année de ce qu'on produit. Mettre faire des conserves, déshydrater, faire de la germination, de faire de la lactofermentation. Et pour avoir du frais, dans les légumes frais, bien, on pourrait avoir des serres qui nous permettraient... On en a déjà, là, on a des poivrons en serre, on a des concombres de serre, on a des tomates de serre, mais on pourrait avoir des immenses serres de kale et de laitue, et il y en a déjà, là, mais on pourrait travailler beaucoup plus de ce côté-là. C'est sûr que certaines choses qu'on ne pourrait pas faire pousser ici, là, comme le cacao. Je veux dire, moi, je ne m'empêcherai pas de manger du cacao, mais au moins, tu sais, moi, j'essaie. Il y a certains aliments, comme le café, on ne pourra jamais en faire pousser. Fait que ça, c'est correct. Je pense qu'il peut y avoir un peu des échanges. Mais ce qui ne peut pas pousser ici pourrait venir de l'extérieur. Mais ce qui pourrait pousser ici devrait être... Et est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être retourner vers des espèces endémiques du Québec ou du Canada qui retrouveraient peut-être ces mêmes attributs qu'on retrouve dans les aliments qu'on importe pour du coup faire en sorte que le Québec ou le Canada deviennent autosuffisants vraiment à 100%? Bon, je sais que ça va être compliqué de changer son habitude de chocolat ou de café ou je ne sais quoi. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait retrouver peut-être les mêmes saveurs ou attributs au minimum ici et se dire, OK, Tout à fait. Puis il y a de plus en plus des entreprises qui font ça. Au lieu de prendre l'açaï, qu'on appelle, là, on pourrait prendre des amélanges qui poussent très bien ici au Québec, qui est une petite baie, mais qui pousse ici. Donc, il y a moyen de changer. Comme je regardais le gingembre, on en fait pousser maintenant. C'est une autre variété de gingembre, mais qui pousse ici. Il y a aussi... des essences. J'ai acheté une essence récemment qui goûte la vanille, mais pas de la vanille, mais qui pousse ici. Mais donc, il y a moyen d'aller chercher des différentes saveurs qui permettent de justement diversifier plus les saveurs. Mais il y a des choses qui sont irremplaçables. Le cacao, c'est irremplaçable, mais le café, il y en a qui font du café de champignons. Il y a toutes sortes de différents types de café maintenant. Donc, je pense que si on pouvait se permettre un petit 10 de produits qui viennent de l'extérieur, ça serait déjà bien. Si on pouvait être autosuffisant à 90 ça serait déjà une très bonne note. C'est vrai que ça serait déjà une grande amélioration par rapport à maintenant. Du coup, si on fait un changement belle grande question. C'est sûr qu'au niveau un petit peu les défis du citoyen, l'obstacle, c'est pour atteindre souvent cet le prix. objectif d'autosuffisance. C'est souvent ça qui est le problème. Parce que des produits locaux où on paye les employés à leur juste prix risquent de coûter un peu plus cher que si on produit ça dans un autre pays. Donc, il faut que le citoyen assume de payer un petit peu plus cher. Donc, c'est quand même un défi. C'est un gros défi. Je pense, par exemple, on revient encore à l'éducation. Si on apprenait aux jeunes à faire des choix plus responsables à l'école, je pense que ça aiderait. Les défis des agriculteurs, ça va être vraiment de comment cultiver sans produits chimiques et avec le moins de... Puis ce qui est un gros défi aujourd'hui, c'est les travailleurs. Hein? C'est difficile de trouver des travailleurs. Mais je pense qu'on est en train il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture biologique. Donc ça, je pense aussi que ça va être vraiment d'inciter les gens à retourner faire de l'agriculture responsable. C'est sûr qu'il y a une culture à changer de ce côté-là parce que dans les écoles d'agriculture, je ne pense pas que ça soit l'agriculture biologique qui soit l'agriculture de base. Donc ça aussi, je pense que les agriculteurs devraient apprendre à faire autrement. Tu sais, au Canada, on cultive beaucoup avec le glyphosate, le Roundup, mais ils sont habitués à ça. Donc, ça, c'est un gros défi pour l'agriculteur de comment cultiver sans avoir recours à ces produits chimiques-là. Donc, ça va être vraiment de travailler tout le monde ensemble aussi, tu sais, que le gouvernement
aide les entreprises, les agriculteurs à faire autrement. Mais ça aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment parce que je travaille aussi avec pas mal d'agriculteurs sur le terrain. On a fait un co-design pour créer un programme dédié pour eux par rapport au changement climatique. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que le mode de production actuel d'agriculture n'est pas soutenable, mais du tout, et qu'on court vers la catastrophe d'ici 50 ans, qu'on ne serait plus capable de produire une alimentation telle qu'on la connaît aujourd'hui, et que tout le système est à mêler à repenser ça à l'heure les actuelle, problèmes d'environnement, parce que sinon, ça si on va n'arrive pas à produire de nourriture, amplifier ça le veut tout. dire Tu as tellement que les raison, gens parce vont que être moi, pas il y a contents, il va y avoir des j'avais révoltes des et ça amis, ou va en tout cas être le chaos. des agriculteurs qui étaient devenus un peu mes amis. J'ai de plus en plus de gens qui ont abandonné autour de moi. Donc, des endroits où j'allais me procurer des beaux fruits et légumes bio, ils n'y arrivent plus. Donc, ils ont arrêté de produire. C'est tellement dommage. Donc, il faut les soutenir. Donc là, on se demandait qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire. Bien, c'est ça, c'est de soutenir l'agriculture locale. Il y a moyen d'y arriver, là. Et ils commencent à donner des subventions aussi là-dessus pour désigner, par exemple, nous, on avait reçu une subvention qui nous avait demandé justement d'aller vers les agriculteurs, vers ce type de marché pour du coup les aider dans leur transition et créer vraiment des programmes spécifiques pour eux. Donc je pense que ça va peut-être bouger au fur et à mesure des années, mais il y a aussi un espoir quand même de la génération, la nouvelle génération qu'on sent qui est quand même déjà plus alerte des enjeux et qui du coup est prêt à peut-être repenser le modèle Oui, de c'est vrai sa que c'est ferme encourageant. et à voir Parce qu'on comment voit est-ce qu'il y a peut comme un faire plus regain peut-être de la des permaculture, jeunes là, vers ce de type l'agriculture bio, va d'agriculture-là. commencer petit à petit Par vers ces chance, il y a eu changements-là. des Mais c'est vrai que personnalités c'est connues en qui cours. ont été dans les médias pour en parler. Donc, ça prend des vedettes. Comme ce podcast est quand même sur le tourisme régénératif, et comme le tourisme régénératif promeut une approche plus responsable et Donc, c'est durable ça, du on voyage, parlait dans ce tantôt cas-là, si on que fait aussi ce l'alimentation changement, végétale est bonne, pourquoi mieux pour devrions-nous la plus santé, parce que tendre vers les végétaux sont l'alimentation remplis végétale que vers une d'éléments alimentation protecteurs que plus les animaux n'ont carnivore, pas. si on Donc, peut dire? au niveau santé, c'est indéniable. Au niveau environnemental, on se rend compte que les végétaux, une des choses les plus importantes, c'est que ça prend moins d'espace pour les produire. Et ça, pour moi, ça devrait être un de nos objectifs principaux. Donc, de se nourrir avec le moins d'espace possible permet de libérer des espaces pour réensauvager la planète et de créer de la diversité. Donc là, ce qu'on remarque présentement sur la planète, sur nos terres habitables, la moitié des terres habitables à l'heure actuelle sont consacrées à l'agriculture. C'est énorme, là. Quand on pense à ça, là, même je regardais, les villes occupent 1 % des terres habitables, alors que l'agriculture, c'est 50 %. Mais ce qui est pathétique, c'est que sur l'agriculture qu'on fait, donc qui représente 50 % des terres habitables, il y a plus que le 3/4. Donc, on parle de 77 % exactement, qui est consacré à l'élevage. Donc, on fait pousser des végétaux pour nourrir des animaux. Okay? Donc, plus du 3/4. Les animaux qu'on produit avec toute cette agriculture-là, ça représente seulement 18 % des calories que l'humain consomme. Donc, pour juste 18 % des calories que l'humain consomme, on occupe plus que le 3/4 des terres agricoles qui occupent la moitié de tout l'espace habitable. L'être humain veut manger de plus en plus de viande. Et là, c'est problématique. Des pays qui sont en voie de développement veulent consommer plus de viande parce qu'on a associé malheureusement la viande à la richesse. Donc, si on veut produire plus de viande, bien, il va falloir faire plus d'agriculture. Fait que déjà, on prend beaucoup trop d'espace. Fait que là, on va être obligé de couper des forêts pour faire plus d'agriculture pour pouvoir nourrir des animaux, ce qui est complètement aberrant. La production animale, le problème, c'est que ça prend, beaucoup d'espace. Ça, c'est le gros problème. Et ça prend beaucoup de ressources parce qu'il faut nourrir les animaux. C'est niaiseux, là. Tu sais, on prend, mettons, 13 livres de grains,
on donne ça à un bœuf pour qu'il nous en donne 1 livre en retour. Fait que là, c'est une perte complètement hallucinante. Ça prend du pétrole, on ne réalise pas tout le pétrole que ça prend parce que cette agriculture-là requiert malheureusement des engrais chimiques. Et les engrais chimiques, entre autres l'azote, demandent du pétrole pour être fait. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de pétrole, puis tout le transport des animaux, le transport de tous les intrants, c'est des quantités de pétrole incroyables. Et en plus, les animaux, particulièrement les bovins, émettent beaucoup de méthane, le fameux méthane, là, qui est un gaz qui réchauffe beaucoup la planète. Et en plus, les excréments que les animaux produisent émettent d'autres gaz qui réchauffent la planète. Et il faut gérer tous les excréments et l'urine. Donc, ça fait des déchets incroyables. Donc, à l'heure actuelle où on subit une crise climatique, c'est complètement aberrant de penser à augmenter la production de viande. Il faut réduire de façon systématique. La nourriture de l'avenir, c'est l'alimentation à base de végétaux. Ça, c'est clair à tous les niveaux. Même quand tu disais qu'il manque beaucoup d'éducation dans ces cas-là, je pense aussi que, par exemple, moi, en Colombie, et ce que j'ai écouté par différentes personnes, c'est que la protéine doit être toujours comme un quart de notre assiette. Donc, quand je pense à ça, je pense toujours justement à la viande, la protéine, la viande. Il faut chercher plus pour savoir qu'il y a des autres protéines oui, les non protéines, tout le monde est obsédé mais par les protéines, alors que j'arrive d'un congrès, c'est pas si longtemps, facile à savoir où j'étais à Washington. même dans l'école, tu il y connais avait pas un rien de panel tout d'experts là, qui venaient justement remettre encore là toute la question des protéines sur la table et des carences en protéines dans les pays comme nous ici au Canada, ça n'existe pas des carences en protéines. Oui, il faut quand même s'assurer d'avoir une portion de protéines, mais on n'a pas de problème. Mais oui, il faut éduquer les gens qu'il faut remplacer la viande par d'autres sources de protéines, comme les légumineuses, par exemple. Donc, ça, c'est le gros changement qu'il faut faire. Donc, incorporer les légumineuses dans l'alimentation, ça ne coûte pas cher. Les gens se plaignent là, ces temps-ci que ça coûte cher se nourrir. Bien, les légumineuses, ça ne coûte rien, c'est écologique, c'est hyper santé. Il n'y a rien de mieux pour la santé que des légumineuses. C'est plein de fibres, c'est plein de nutriments, ça vient diversifier notre microbiote à cause de toutes les fibres qu'il y a là-dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a comme pas poussé ça, la consommation de légumineuses, alors que c'est une mine de valeur nutritionnelle. Je pense avoir la réponse à la question. C'est parce que j'avais vu un documentaire sur Arte qui disait en fait ils avaient poussé l'élevage des animaux, des bovins, des porcs, etc. Et en fait, ils avaient tellement fait de l'agriculture intensive là-dessus qu'après, ils ont fait des énormes campagnes de lobbying et marketing pour pousser la viande à tous les repas. Parce que quand on réfléchit dans le temps, au final, mon arrière-grand-mère, elle mangeait pas tous les jours de la viande, là. Genre, elle avait dans la petite maison, parce que c'est dans un petit patelin lorrain, très loin en France, on avait dans le sous-sol. Ah, c'était la viande était un animaux, luxe. mais on avait peut-être une vache, peut-être un cochon, 2-3 lapins, 2-3 poules. On se dit bien, on va pas les manger tous les jours. Là, c'est un peu. C'est ça, c'était un luxe. C'était peut-être une fois par semaine, peut-être le dimanche, après la messe, des choses comme ça à cette époque-là. Encore là, ça a été des pressions et après, ma grand-mère, de l'industrie suite à qui la nous a Deuxième Guerre rentré mondiale, des etc., idées dans la tête il y a eu tellement de à campagnes qu'elle force a de dans sa publicité. tête Donc, qu'à chaque on repas, est il faut capable servir de la faire viande. changer les mentalités. Il faut juste s'y prendre autrement. Là. Mais là, c'est incrusté dans notre culture qu'il faut manger de la viande à tous les repas pour être en bonne santé. Mais là, c'est pour ça. Il faut changer ce paradigme et de dire, ah non, les légumineuses, c'est précieux. Parce que là, on voit ça comme l'alimentation des pauvres, les légumineuses. Puis que la viande, c'est l'alimentation des riches. Donc, il faut changer ce paradigme-là puis de dire, non, la vraie richesse, c'est la santé puis un environnement sain. Et les légumineuses nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Alors, il faut voir les légumineuses comme quelque chose de précieux, de riche.
Et justement, par rapport à ça et la consommation locale, j'étais un peu impactée parce que quand on est arrivé aussi ici à Québec, et on voulait y aller dans une campagne à sucre, et j'étais avec des amis végétariennes, et on a demandé avant d'y aller s'il y avait des repas pour les végétariens. Et ils nous ont dit non. Donc, on était comme, OK, Ah ouais. on veut Mais ça existe maintenant. connaître Là, il y a quelques l'alimentation cabanes au à sucre là, Québec, végétaliennes, là, mais on la n'a cabane pas à sucre, trouvé, entre autres. on Il y en n'est a pas de allé plus en plus, parce mais qu'il n'y avait faut le pas savoir un qu'il choix existe. Là. pour les Mais végétariens. c'est une exception. Je veux dire, c'est exceptionnel. Donc, il va falloir vraiment que l'alimentation végétale soit mise de l'avant beaucoup plus à tous les niveaux. Ça commence, hein, ça commence à être plus populaire. On en parle plus. Mais après, je pense que faut pas non plus faire trop la guerre aussi aux viandes, dans le sens où je pense que c'est bien d'avoir une alimentation peut-être plus flexitarienne. On se dit peut-être une fois dans la semaine, on peut peut-être prendre par exemple un bœuf bourguignon ou je sais pas, quelque chose à base de viande, mais vraiment d'essayer de le réduire et de trouver aussi peut-être des légumineuses ailleurs. Et je pense que ça peut être, et dans ce cas-là, quand on prend aussi un morceau de viande, qu'on sache du coup Ce qui est qu'il a été exceptionnel. sourcé, On que n'en a presque pas. l'animal Là. a Fait pas que, eu oui, 36 000 si antibiotiques, on voulait qu'il a pu continuer à être manger élevé des en plein produits air, animaux, il faudrait que ça dans des soit bonnes en conditions. très petite quantité et mieux produit, évidemment. Mais puis moi, ce que je reproche un peu, là, c'est que ces temps-ci, on voit beaucoup là, des pagnes de bœuf nourri à l'herbe où on a l'impression que c'est la solution à tout. Et pourtant, tu sais, il y en a qui osent dire que c'est du bœuf carboneutre. Et on a eu des études scientifiques récemment qui ont démontré que oui, c'est sûr que lorsqu'on met un bœuf avec de l'herbe sur une terre qui était à la base appauvrie, c'est sûr qu'on va régénérer le sol. Sauf que ça n'a pas de sens. Puis ce qu'on croyait, c'est qu'on sait que lorsque l'herbe pousse, ça capte du carbone, donc ça séquestre du carbone, mais à un moment donné, les terres deviennent saturées. Donc, il y a comme une saturation. Donc, le carbone ne se séquestre pas à l'infini. Donc, on pensait que ça rentrait tout le temps, le carbone, dans le sol avec l'agriculture régénératrice. Mais c'est faux. Fait que c'est pas une solution viable parce que ça prend beaucoup plus d'espace, produire du bœuf nourri à l'herbe. Donc, déjà qu'on prend trop d'espace sur la planète pour faire du bœuf. Fait que s'il fallait qu'on change le bœuf en agriculture intensive pour du bœuf nourri à l'herbe, il faudrait couper des forêts. Si on voulait faire du bœuf nourri à l'herbe, il faudrait réduire de beaucoup. Et là, on pourrait peut-être y arriver. Mais autrement, c'est pas la solution. Réduire les végétaux. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Là. Mangeons moins transformés, donc Mais du coup, le plus de message est clair. végétaux. Ça. Réduire les viandes, augmenter les légumineuses. Bien, de réfléchir, hein, on le disait, de commencer à faire de la recherche. Parce que malheureusement, ils n'ont pas eu cette éducation-là à l'école. Donc, il faut commencer à réfléchir sur l'alimentation. Ça peut être de consulter des films. Des fois, il y a beaucoup de très bons films qui ont été faits. C'est souvent des documentaires qui changent la vie, la vision des gens. Donc, il y en a un qui vient juste de sortir d'ailleurs, qui You Are What You Eat. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Puis ça couvre vraiment tous les aspects, autant l'aspect environnemental, santé, un petit peu de l'éthique. Donc ça, déjà, on a commencé à avoir des gens là, qui ont changé leur façon de se nourrir après ce documentaire-là. Donc, ça peut être ça. Il y a Cowspiracy, il y en a plein. Seaspiracy, bien sûr. Et bien sûr, ils peuvent venir à ma clinique, la clinique renversante. Moi, je guide les gens, hein, c'est ça, dans le fond, petit peu par petit peu, je les donne des informations afin de faire un virage vers l'alimentation végétale. Et ça se fait en communauté. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais souvent, quand on est seul à faire un changement, ça ne dure pas. Ils trouvent ça trop difficile de faire des changements tout seul quand tous les gens autour de eux ne le font pas. Donc, moi, c'est ce que j'offre aussi. J'offre mes connaissances que j'ai apprises depuis 33 ans, mais j'offre aussi une communauté d'entraide. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. On s'entraide, on se stimule, on s'encourage
Et c'est ce qui fait que les gens persistent. Donc ça, il faut se créer une petite communauté de gens nous inspirer à aller vers l'alimentation plus végétale. Et je trouve que ça, c'est un lien qu'on peut et aussi faire avec le tourisme régénératif, surtout le tourisme, parce que c'est vrai que c'est un changement aussi transformationnel. Donc, il faut avoir une communauté. Oui, donc, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. C'est comme un petit Donc, système. ça se fait en communauté. Et le tourisme aussi. Donc, il faut avoir différentes personnes à côté de toi pour vraiment faire les virages ensemble. Exactement. Et sur ces belles paroles, nous voulons vraiment te remercier pour ce bel échange que nous avons eu aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.